Alors la loi de 2005 avait fixé de grands objectifs en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap. Pourtant, de nombreux jeunes restent encore exclus de l'enceinte scolaire. De la même manière, la situation des jeunes en double vulnérabilité questionne bien souvent les politiques sociales. Quelles sont les solutions envisagées pour mieux accompagner et inclure tous ces jeunes? Pour en débattre, j'accueille sur ce plateau Katia Couton-Viporek, coordinatrice générale, de l'association Droit au Savoir, si je ne me trompe pas, et Fernand Van Obergen, président de la Fédération Générale des PEP. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Alors Fernand, je vais me permettre de vous appeler par vos prénoms tous les deux, parce qu'on s'est un peu rencontrés avant l'émission. À la sortie de la loi de 2005, et grâce à la loi de 2005, de nombreux jeunes en situation de handicap ont pu être scolarisés en milieu ordinaire. Quelles ont été les avancées en fait, de la loi sur ce sujet? Parce que l'idée, un peu, c'est toujours de repartir de quelque chose d'un peu positif quand même, et puis ensuite on va s'intéresser à ce qu'il faudrait faire de plus. Mais quels ont été les apports justement de cette loi de 2005 pour permettre à des jeunes justement de faire leur entrée à l'école? Si vous voulez, je vais juste quand même dire un petit mot sur les PEP. Bien sûr. Pourquoi sommes-nous là? Donc, nous avons 110 ans d'expérience autour de la solidarité, autour de tout ce qui est accompagnement pour toutes et pour tous. Et donc, nous, on travaille au quotidien pour que, on va dire, l'accès à l'éducation des enfants à besoins éducatifs particuliers. C'est un terme que nous préférons à d'autres termes parce que cela englobe, on va dire, une population plus grande que juste les enfants en situation de handicap. En situation de handicap. D'accord. Ouais, tout à fait. Et donc, les premières avancées, et Daniel y a fait référence tout à l'heure, c'est le changement de paradigme. Donc là, on peut effectivement dire que l'apparition de cette loi a permis de passer d'une logique d'intégration à une logique d'inclusion. Et ça a été le premier pas marquant. J'ai des souvenirs précis sur cette situation, puisque il se fait que dans un passé, j'ai été on va dire impliqué dans l'accueil et l'inclusion d'enfants, et c'est vrai que j'avais rencontré des parents qui sont venus me voir pour que du jour au lendemain les enfants soient inclus tout de suite à l'école, ce qui a d'ailleurs provoqué un changement d'attitude de la part du corps enseignant, parce qu'ils découvraient que des enfants à mobilité réduite, par exemple, pouvaient aller à l'école, puisque c'était pas trop souvent le cas, même si une loi qu'on peut qualifier d'ancienne existait déjà. D'accord. On parlait durant la première séquence de changement culturel à opérer. Est-ce que selon vous, justement, puisque vous parliez de cette question de la vision des enseignants qui ne s'imaginaient pas qu'un enfant en situation de handicap puisse aller à l'école, est-ce que justement, finalement, une des premières plus-values de cette loi de 2005 en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, c'est pas ce changement culturel? Absolument, sauf que on va dire que l'accompagnement par l'encadrement et la formation n'a pas suivi, si vous voulez, le mouvement et la demande. D'accord. Et donc cela a mis en difficulté l'école, dans le sens bien sûr large. Quand je dis école, c'est collège et lycée. Et donc cette adaptation a eu du mal à se faire, puisque on peut quand même dire que là, il y a eu des avancées, mais les avancées d'aujourd'hui sont insuffisantes. Ça a été souligné tout à l'heure. On va l'évoquer dans les prochaines, dans la suite de cette séquence. Juste Katia, moi je voudrais revenir avec vous justement sur ces plus-values de la loi 2005 concernant la situation des jeunes et leur possibilité de faire leur entrée à l'école. Ça a été quoi les bénéfices? On va bien sûr évoquer les progrès qui restent à accomplir, mais ça a été quoi les bénéfices? Alors, je ne vais pas redire effectivement ce qu'a dit Fernand, que nous partageons également bien sûr à Droit au Savoir. Alors déjà, l'intérêt de cette loi, c'est qu'elle existe. Ça a changé des choses qu'une loi existe pour que les jeunes puissent être scolarisés en proximité, dans l'école, à côté de chez eux finalement. Ça a été déjà ça. Et c'est vrai que c'est très important que cette loi existe pour qu'on puisse après
alors je dirais, on est un petit peu tard, on est 20 ans plus tard, mais progressivement, les choses ont quand même progressé. Et c'est vrai que les mentalités ont changé, la culture a changé. Les enseignants ne s'y sont pas toujours retrouvés car ils n'ont peut-être pas été toujours suffisamment accompagnés également. L'école, c'est un tout, c'est tous les acteurs. C'est les élèves, c'est les enseignants, c'est les parents. La culture a changé, cette loi, elle a quand même permis de se dire que tout jeune, tout enfant a droit d'aller à l'école. D'accord. Ça, en fait, ce que vous essayez de nous dire, c'est que c'était peut-être un point de départ, cette loi, en fait. Hein. On n'a pas eu des résultats tout de suite, mais au moins, il y a eu ce point de départ-là. Et c'est un point de départ. On n'est pas encore arrivé, mais on a progressé. D'accord. On a progressé. Alors justement, on a progressé, mais il y a quand même un certain nombre de jeunes, et je crois qu'ils ne sont pas 2 ou 3, mais pas loin d'être, je parle sous votre contrôle, pas loin de 100 000 jeunes qui chaque année ne peuvent pas faire leur entrée à l'école à cause de leur handicap. Comment est-ce qu'on peut changer tout ça et faire que justement il y a un maximum de jeunes? Alors effectivement les 100 000 ça paraît énorme, mais comment réduire ce chiffre et permettre qu'on ne soit pas obligé de faire le deuil de sa rentrée scolaire parce qu'on a un handicap? Alors c'est difficile d'en parler en si peu de temps, mais on va essayer de donner les points principaux. Exactement. Je parlais des enseignants, il y a quand même un point qui est assez important, c'est la formation des enseignants. La formation initiale, la formation continue. La formation continue, on en fait de plus en plus, c'est bien. La formation initiale, elle est encore un petit peu trop light. Un enseignant qui n'a pas cette connaissance, c'est pas simplement de la sensibilisation, c'est aussi comment on fait classe en fait, avec des enfants à besoins particuliers, et comment on le fait pour que la classe, elle reste une classe, un groupe classe. Alors moi j'étais enseignante, donc je peux aussi vous en parler, mais voilà, la formation c'est important. Il y a bien sûr donc les moyens humains, il faut peut-être un petit peu plus d'enseignants, je sais que un petit peu plus d'AESH, pardon, excusez-moi. En fait, là, on est bien d'accord qu'on parle des enfants qui ne rentrent même pas à l'école. Hein. C'est même pas les enfants. La formation des enseignants, ça concernerait plutôt des enfants qui sont à l'école. Pas forcément. D'accord, ça peut concerner aussi des. Ça peut concerner parce que dans l'idée, avec Ma place c'est en classe, par exemple, on a fait une lettre ouverte aux enseignants pour qu'on se mette aussi tous ensemble pour se dire un enfant ne doit pas rester sur le bord du chemin. Et donc, si on sensibilise les enseignants et qu'ils sont formés, peut-être qu'ils se mobiliseront aussi encore plus. Ils se mobilisent déjà avec les associations pour ouvrir les portes et ouvrir les portes enfin, on pourrait en parler longtemps, mais ouvrir la porte, ça veut dire de différentes façons. C'est-à-dire à la fois la porte de l'école, mais aussi la porte de comment je repense une certaine pédagogie pour que ce soit possible et que je ne sois pas moi-même stressée. On parlait tout à l'heure de il ne faut pas avoir peur de nous. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur des personnes en situation de handicap, c'est évident. D'accord. Est-ce que oui, Fernand, je vous laisse compléter, bien sûr. Poursuivre sur... il nous semble qu'il y a un versant qui a été souvent oublié, c'est l'apport du médico-social. Oui, cette fameuse collaboration entre le médico-social et l'éducation nationale. Absolument, et nous pensons que, on va dire que le médico-social devrait faire partie complète de l'école pour qu'on puisse envisager ce que nous appelons des formations croisées entre les différents publics. Et d'ailleurs, puisque nous avons un organisme de formation interne, c'est quelque chose que nous proposons. Et on a observé que ces formations croisées donnent un petit plus. Bien sûr que le résultat n'est pas immédiat du jour au lendemain, mais cela apporte le plus au niveau de l'attitude. Et bien sûr, au niveau de... Katia parlait de pédagogie. Dans la mise en place de la pédagogie, il y a 2 facteurs qui nous semblent importants. C'est qu'il y a certes l'élève à besoin éducatif particulier, mais il y a aussi le reste de la classe. Parce que c'est quand on en a 32, et ça pose le problème des autres. Donc, il y a le problème des effectifs. Voilà. Donc je crois que c'est important, mais on a cette observation-là. D'accord. Alors justement, moi je reste avec vous, Fernand, sur cette question non plus des jeunes qui sont exclus de l'école, mais des jeunes qui sont à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Comment on fait, parce que c'est pas toujours facile, hein. Il suffit pas d'annoncer. Alors je sais que le gouvernement aime bien annoncer des chiffres comme ça en termes de résultats. On a scolarisé tant de jeunes en milieu ordinaire et c'est super. Mais en même temps, il faut toujours s'intéresser aux conditions de cette scolarisation. Est-ce que ces conditions, elles sont aujourd'hui convenables? Qu'est-ce qui pose problème et comment on peut faire évoluer les choses? Alors je vous pose 3 questions en une. Bon courage. Allez-y. Alors, mais si on est réunis aujourd'hui pour en discuter, c'est que ce n'est forcément pas convenable.
il y a un certain nombre de paramètres qui ont déjà été évoqués. Il y en a aussi un qu'on n'a pas évoqué, c'est la taille d'une classe dans laquelle on accueille les élèves. Si on n'a que 45 mètres carrés, c'est un peu compliqué quand il y en a 32. Et qu'en plus, il y a des difficultés de mobilité, éventuellement pour certains, s'ils sont en fauteuil. Donc, oui, pas sûr que toutes les classes soient accessibles aujourd'hui, ouais, effectivement. Ah, mais moi, je certifie qu'elles ne le sont pas. Bah oui, bien sûr. Donc, je crois que là-dessus, il y a... c'est toujours une prise de conscience à avoir. Oui. Non, l'accessibilité, c'est un point central, effectivement, parce que si on ne peut même pas effectivement accéder aux locaux, on ne parle même plus de pédagogie, effectivement. Et encore en amont, on va parler du transport aussi. Du transport adapté, enfin, ou pas. Voilà. Et il y a dans l'apport aussi qui a permis de progresser, je préfère le placer de ce côté-là, ce sont les AESH, donc des personnes accompagnantes, etc. Mais là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas parce que leur rémunération est insuffisante. C'est pas admissible ce qu'on leur verse. Et là où il y a aussi un problème, c'est que leur formation est insuffisante. Et la question quand même qui subsiste, est-ce que c'est vraiment la solution ? Personnellement, au PEP, nous pensons qu'il y aurait d'autres moyens de faire que parfois d'asseoir quelqu'un à côté d'eux. Mais ceci est un autre débat. Et ça serait quoi l'autre solution L'autre solution, c'est déjà, ça rejoint la partie médico-sociale, d'avoir des personnes qui ont une approche différente. Je pense à des ergothérapeutes, par exemple. Je pense à des psychomotriciens. Merci. À des psychomotriciens aussi. Donc il y a là quelque chose, parce que ce qu'il faut que l'on puisse conserver, c'est l'autonomie de l'enfant. Il ne s'agit pas de lui mettre, excusez-moi, un guide. J'ai rien contre, ça n'a rien à voir avec ça. Mais dans ce que nous avons observé, c'est que à la fin du compte, quand il n'y a plus, ben, ils ne savent plus se débrouiller. Ouais, c'est ça. Donc il y a une réflexion à mener là autour. Mais d'abord, il y a le problème de l'attractivité, il y a le problème du salaire et il y a le problème de la formation. D'accord. Donc il y a beaucoup de sujets à traiter. Est-ce que vous partagez cette analyse que peut-être justement les personnels qui accompagnent ces enfants, alors peut-être sans parler de formation, mais peut-être sont pas assez spécialisés justement pour accompagner les enfants en fonction de leur handicap, et que en gros on met une personne à côté de l'enfant pour l'aider formellement, mais pas pour l'aider à être autonome, juste pour l'aider à pouvoir suivre une scolarité. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est intéressant comme proposition. Je partage en partie ce qui vient d'être dit, et c'est une analyse qui est assez fine en fait des choses. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est assez disparate sur le territoire. C'est disparate aussi selon les personnes. Il y a des personnes qui font de l'auto-formation et qui en fait auront la sensibilisation suffisante. Donc c'est pas forcément évident. Ce qui est très important, on a parlé du fait qu'il ne faut pas forcément simplement des AESH, les personnes qui viennent aider. Effectivement, je partage complètement ce point de vue. À droit au savoir, on en est convaincu, mais la réponse, elle est plurielle. En fait, la réponse, elle doit être adaptée aux besoins du jeune, aux besoins de l'enfant, aux besoins de l'enfant qui va devenir élève. C'est-à-dire que, en fait, autant de personnes, autant de besoins. Donc, c'est pas parce qu'on a un certain type de trouble qu'on va toujours dérouler le même type d'accompagnement. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. C'est pas toujours facile de le comprendre. Ouais, tout à fait. Je voudrais revenir et rebondir sur ce que nous a dit aussi Fernand sur cette nécessité d'avoir des passerelles peut-être encore plus fortes entre l'éducation nationale et le médico-social, le secteur médico-social. On sait que l'éducation nationale ne connaît pas toujours très bien le médico-social, mais on peut nous renvoyer aussi le compliment, c'est-à-dire que le médico-social ne connaît pas toujours très bien l'éducation nationale. Il y a effectivement, vous menez des initiatives justement pour avoir ces formations croisées. Est-ce que ça, c'est un chantier qu'il faut essayer de creuser justement pour arriver à adapter l'accueil, les enseignements, l'accompagnement des élèves en situation de handicap au sein même de l'enceinte scolaire? Il me semble que c'est une piste qui est très intéressante et très importante, cette idée de formation croisée, une formation qui permettrait
que chacun puisse se connaître mieux, puisque chacun est aussi dans ses habitudes de travail, ses habitudes d'accompagnement. Et malheureusement, parfois, effectivement, il y a des petits hiatus entre les mondes qui ne se croisent pas suffisamment souvent. Et c'est ça qui fait que parfois, ça ne fonctionne pas forcément très très bien, mais ça peut aussi très bien fonctionner. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous aussi des humains qui avons envie que les choses progressent. Oui, donc finalement, en se parlant un petit peu plus, en faisant rentrer le médico-social un peu plus dans l'école, ce qui est d'ailleurs le projet actuellement avec les PASS. Oui, tout à fait. Voilà, les pôles d'appui à la scolarité. Je pense que c'est ça. J'ai toujours peur de me tromper dans les sigles. C'est ça, hein, c'est ça. Okay. C'est l'idée qui est encouragée actuellement. Alors, on voit que ce n'est pas forcément simple, c'est une expérimentation actuellement, mais l'idée de faire se croiser ces deux mondes est intéressante. Chacun quand même avec sa spécificité et chacun dans sa fonction. Oui, tout à fait. Si nous, on pense que c'est une piste à exploiter, il se fait que dans, on va dire, nos activités, le médico-social représente 80% de nos activités. Bien et sûr. que nous avons des retours et des expériences en cours et on voit bien que c'est quelque chose à étudier et que vous avez utilisé le terme de passerelle, c'est tout à fait ça. Mais je reprendrai même presque le terme de Bernadette tout à l'heure quand elle disait qu'il faut changer la société. Bien Donc sûr, là, on revient sur le changement culturel. Tout à fait. C'est ça, d'accord, très bien. Malheureusement, le changement culturel, il n'est pas encore complètement acquis. Complètement abouti. Et pourtant, ça fait 20 ans qu'on a commencé à changer. Qu'on en parle. Ok, très bien. La prise en compte des enfants à vulnérabilité multiple, relevant à la fois du champ de la protection de l'enfance, mais aussi du handicap, questionne effectivement régulièrement les politiques sociales. Comment mieux les accompagner? Pour répondre à cette question, je voudrais donner la parole à Roland Disly, président de l'AIRE, une association qui rassemble plus de la moitié des 400 établissements accueillant ces jeunes sur le territoire. Roland, bonjour. Eh bien, bonjour. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Alors, une question qu'on voulait vous poser justement par rapport. Je crois que vous avez suivi la fin de notre discussion, le fameux changement culturel à opérer. Fernand a évoqué, c'est un certain nombre des jeunes aussi que peut-être que l'AIRE accompagne aussi, ces enfants à vulnérabilité multiple. Est-ce que la loi de 2005 les a suffisamment pris en compte déjà? Alors déjà, 2005, pour nous, c'était une année importante puisque c'était cette fameuse loi sur l'accès au droit. Ça a été aussi la reconnaissance du handicap psychique qu'on attendait depuis longtemps. Ça a été aussi l'année du décret sur la création des ITEP. Donc pour nous, c'était le début d'une aventure intéressante avec en 20 ans un nombre d'enfants scolarisés. Je crois qu'aujourd'hui, sur certaines classes d'âge, on a plus de 80% des jeunes qui ont un pied à l'école ordinaire. Mais ça a laissé quand même certains jeunes en grande difficulté, puisqu'on s'est intéressé à la partie, je dirais, qui relève du handicap, mais effectivement, certains jeunes sont à la croisée de plusieurs politiques publiques, parce qu'ils relèvent à la fois d'un besoin de protection qui est confié au département à travers l'aide sociale à l'enfance. Pour 40% d'entre eux, c'est quand même des chiffres importants pour nous. On a aussi 25% des jeunes qu'on accompagne qui ont besoin de soins psychiatriques. Et malheureusement, la loi de 2005 a donné un éclairage sur la situation de handicap, sur l'accès aux droits, mais elle n'a pas décloisonné les politiques publiques en la matière. Donc on a quand même une vision un peu cloisonnée qui permet pas d'éviter vraiment les questions de rupture. Un exemple simple, un enfant qui change de famille d'accueil, si la famille d'accueil est plus loin. Roland, on vous entend. Son vulnérabilité est assez dramatique. Oui, voilà, ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement, on n'a pas entendu la fin, donc c'est qu'effectivement, un enfant qui déménage, il y a un risque effectivement de rupture d'accompagnement et on n'est plus, on a des risques de rupture d'accompagnement pour ces jeunes qui vivent des situations de vie qui peuvent évoluer. Alors justement, Roland, je sais que l'AIRE est extrêmement créative sur le sujet.
pour favoriser toutes sortes de coopérations, pour décloisonner les choses, pour fonctionner. D'ailleurs, vous parliez d'ITEP, maintenant on parle de DITEP, de dispositif. Ce fonctionnement en dispositif, est-ce que pour vous c'est une réponse suffisante, ou quelle révolution à opérer justement pour avoir un fonctionnement des politiques sociales qui est peut-être un peu plus transversal, au moins décloisonné, si ce n'est pas tout à fait transversal, au moins décloisonné? Nous, on plaide pour une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'il faut absolument que sur le terrain, on ait des coopérations très concrètes, qu'on soit capable d'avoir des diagnostics de situation partagés. Aujourd'hui, un enfant en situation de handicap protégé, il va avoir 4 ou 5 projets différents. Il va avoir un projet de scolarisation, il va avoir un projet pour l'ASE, il va avoir un projet pour le médico-social. Ce n'est plus tenable. Aujourd'hui, on a travaillé avec les collègues de la protection de l'enfance au niveau national sur la création d'une charte de coopération qui permette de donner des outils concrets. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un projet de parcours, comment on peut l'articuler ensemble, comment on décloisonne déjà sur le terrain. Je pense qu'avant d'attendre des politiques publiques, des décloisonnements, il faut qu'on ait au moins l'autorisation de travailler ensemble, d'avoir des outils concrets et d'avoir un seul projet collectif qui soit celui de l'enfant, où il prenne place, où sa famille puisse prendre place. Et donc, oui, on plaide pour une approche vraiment écosystémique sur les territoires. Très bien. Roland, je vous remercie beaucoup. On va passer à une question de Sophie. Donc, vous êtes derrière votre écran et vous nous posez un certain nombre de questions. Donc, je pense que c'est une question pour nos deux intervenants. Peut-être que Katia va répondre en premier. Donc, qu'en est-il de la situation des jeunes en situation de handicap qui souhaitent suivre des études supérieures? Alors là, on change encore de domaine. On était avec Roland sur la réponse systémique. Est-ce que là, on se concentre sur des situations peut-être moins nombreuses? Alors, je ne sais pas, en termes de chiffres, le nombre de jeunes en situation de handicap qui souhaitent s'inscrire dans ce type d'études. Voilà, comment on se situe quand on est en situation de handicap, jeune, et qu'on souhaite rentrer à l'université? Comment ça se passe? Du coup, j'ai mis mes lunettes pour les chiffres. Ben oui. Comme on est à l'université, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Pour ne pas me tromper. Donc, sur les chiffres, 17% des personnes handicapées d'âge actif ont un diplôme supérieur au baccalauréat en 2018, contre 34% de l'ensemble de la population du même âge. Et ça, c'est l'Observatoire des inégalités 2022-2023. Un autre chiffre très intéressant, à la rentrée 2022, plus de 59 000 étudiants sont accompagnés par une mission handicap de l'université. Voilà. Soit 2% des effectifs étudiants. 2%. Les choses ont bien progressé malgré tout. Donc les choses ont progressé. Les choses ont progressé. Je vous donne les chiffres parce que les chiffres sont objectifs. Oui, bien sûr. Mais les choses ont progressé dans le sens où les droits dont on parlait tout à l'heure pour les enfants, les élèves, sont arrivés aussi pour les études supérieures. D'ailleurs, vous avez une circulaire de 2024 qui récapitule tous les droits des jeunes étudiants en situation de handicap, donc ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a des missions handicap dans chaque université aujourd'hui. Est-ce que les jeunes le savent, ça? Voilà, les jeunes ne le savent pas toujours assez bien, donc droit au savoir, on est aussi là parfois pour les aider, c'est aussi pour ça qu'on nous appelle, puisqu'à droit au savoir, en fait, on reçoit à la fois des demandes individuelles de personnes, de jeunes ou de familles ou de proches, mais à droit au savoir, on co-construit aussi avec les pouvoirs publics, donc on a un peu deux axes, mais parfois on a des étudiants qui nous appellent et qui nous disent « Que fais-je quand je sors du lycée? Est-ce qu'il existe quelque chose encore après ?» Oui, il existe. Donc encore une fois, la loi est avec les jeunes, mais malheureusement, elle est parfois mal connue des jeunes eux-mêmes, et parfois, elle est mal connue des accompagnants, des professionnels. Qui sont censés les aider. Voilà, qui sont censés les aider et les accompagner dans leurs projets. Parce qu'on parle encore de projets individualisés, alors il y a des termes techniques dont je vous les passerai, mais en gros, on est toujours sur le projet, on est toujours sur les besoins, de quels besoins, parce que, et puis en plus, à un instant T, un jeune peut avoir certains besoins, et si les choses évoluent plutôt bien,
il aura peut-être des besoins plus allégés, ou le contraire. Ouais, c'est les fameux, Fernand, les fameux besoins évolutifs. Est-ce que, peut-être pour clôturer cette séquence, on a vu justement sur les jeunes qui se destinent, les jeunes en situation de handicap qui se destinent à être étudiants, que ces droits-là, qui ont été posés par la loi de 2005, ne sont pas forcément connus de tous. Est-ce que ça rejoint cette idée que voilà, il faut encore faire ce travail de changement culturel pour sensibiliser la société, mais aussi sensibiliser peut-être même les personnes concernées qui ne sont pas toujours conscientes des droits dont elles disposent? Bien évidemment. Mais c'est peut-être aussi lié à on va dire au sujet lui-même, parce que on passe quand même là d'une société à une autre société, parce que la société évolue. L'acceptation de la différence n'a jamais été quelque chose qui s'est fait évidemment et tout seul. Donc je pense qu'il y a trois efforts à porter. Le premier effort, ça restera toujours sur le milieu scolaire. Mais il ne faut pas que le milieu scolaire soit juste limité au temps scolaire, puisque le jeune et l'enfant, il a un temps complet avant, entre et après l'école. Et je crois que là-dessus, si on pouvait progresser déjà là, ce serait pas mal aussi, puisque les familles sont extrêmement embarrassées sur le avant et le après. Je m'occupe d'un jeune enfant autiste et je peux vous dire que c'est une galère. Voilà. Donc il y a ce progrès à faire. Le deuxième progrès, et on l'a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne la formation, dans le sens le plus large possible. Et la troisième possibilité qui, pour l'instant, n'est pas vraiment expérimentée, c'est de créer des projets éducatifs un peu sur le modèle de ce qui existait quand on parlait des projets éducatifs de territoire. C'est-à-dire qu'il y ait des projets qui soient construits par bassin, et que l'ensemble des personnes, des institutions, des familles, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des familles, et il me semble que on les associe pas assez. Et on n'associe pas assez non plus le jeune. À un moment donné, le jeune a le droit de dire ce qu'il a envie d'être et ce qu'il a envie de faire. Et de devenir. Et bien sûr, de devenir. Et pour nous, c'est un citoyen part entière. Tout à fait, d'accord. J'ai le temps d'ajouter un petit truc. Un petit mot, bien sûr. Juste, on parle de l'école, on voit qu'on répète souvent un peu les mêmes choses, les besoins, etc. Tout ça pour dire qu'il faut voir les choses en termes de parcours. Un jeune, il n'y a pas assez de fluidité en fait entre les grandes étapes quand on passe à l'école primaire, quand on passe au collège, quand on passe au lycée, etc. Donc c'est cette sorte de parcours. Et puis redire aussi qu'un jeune en situation de handicap, c'est un jeune avant tout. Il a des besoins comme tout jeune. Et nous, on attache beaucoup d'importance à la vie étudiante, à la mobilité internationale, aux césures aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui se permettent même de faire des césures, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Si vous connaissez, c'est des petites pauses qu'on fait dans les parcours que font tous les jeunes aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vraiment partir des besoins du jeune, je dirais. Quand on est dans les études supérieures, je reprends la question qu'on avait de Sophie, si je me souviens bien. C'est ça, c'est voir vraiment comment on peut avoir une scolarité, des études les plus épanouies possibles, malgré sa situation de handicap. Et je dis bien sa situation, pas son handicap, puisque c'est la société aussi qui crée des situations de handicap. Bien sûr, tout à fait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Katia, Fernand, je vous remercie donc pour ces analyses qui nous montrent le chemin reste à accomplir pour que les jeunes puissent justement préparer leur avenir dans les meilleures conditions. Une autre problématique majeure lorsqu'on évoque la mise en œuvre de la loi 2005 est bien sûr la question de l'accessibilité. Une fois de plus, le défi semble immense, mais sûrement pas impossible à relever. C'est ce que nous allons évoquer lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, découvrons le Café Signe, une très belle initiative portée par l'Entraide Union qui a pour but de dresser des passerelles entre le monde des sourds et le monde des entendants. D'une idée qui est arrivée en 98. Le restaurant actuel était fermé et la directrice trouvait dommage qu'un tel lieu soit fermé. Quartier, il n'y avait plus rien qui existait. Et l'idée, c'était pourquoi on n'investirait pas le Café Signe, mettre nos travailleurs en situation de handicap sourds, et de manière à avoir une ouverture sur le quartier
et une inclusion de nos personnes. L'idée, c'était que le monde des entendants et le monde des sourds se rencontrent dans un lieu qu'on voulait très convivial. Donc, soutenu par l'association, par le président et les administrateurs de l'association, le projet a vu le jour en 2003. On a fêté les 20 ans du Café Cygne récemment et c'est une réussite totale. On est ancré dans le territoire, vraiment. On a une clientèle de quartier et vraiment, je pense qu'on fait partie de la vie de quartier en rouvrant un restaurant qui était fermé depuis presque 5 ans. L'objectif premier de ce projet, c'est vraiment l'inclusion de la personne handicapée dans le monde du travail ordinaire, à la rencontre d'un monde que finalement elle connaît pas énormément. Et le deuxième objectif, c'était vraiment de présenter la surdité, de montrer ce qu'était la surdité et la langue des signes. Et en fait, on inverse un peu les rôles, c'est le client entendant qui intervient dans un environnement sourd et qui doit s'adapter à son interlocuteur en utilisant la langue des signes pour commander ses plats et ses boissons. Et sur ce point-là, je pense que c'est une vraie réussite parce qu'on a beaucoup de clients qui jouent le jeu, qui sont devenus des habitués et qui sont capables de demander leurs plats et leurs boissons en langue des signes. Les travailleurs, ils sont plutôt très contents, c'est que pour une fois, on s'intéresse à eux et que ce n'est pas eux qui font la démarche de s'adapter à une personne entendante, mais plutôt l'inverse. Du coup, ils sont un peu plus acteurs de ce petit jeu de commande en LSF et ils sont un peu, en fait, ils dirigent l'action et ils sont plus spectateurs. Là, ils sont vraiment acteurs, la langue des signes leur appartient et c'est eux qui un peu dirigent le client. Bon appétit. Merci. Vous voulez pas une frite?